Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour le troisième épisode du débrief de Foot Normand saison 4, un débrief tout simplement exceptionnel. On a senti ce week-end en National 3 comme en National 2 que la saison était bel et bien lancée avec un florilège de buts, énormément d'images et de réalisations à vous montrer. C'est bien simple sur toutes les rencontres de nos Normands ce week-end. La seule dont nous n'avons pas les images, c'est ce duel de dimanche en National 3. Le match nul 2-2 sur la pelouse de Brétigny de la réserve du Stade Malherbe de Caen. À l'exception de cette rencontre, on va revenir sur absolument tout ce qui s'est passé pour nos clubs de National 2 et de National 3. On commence d'ailleurs tout de suite par la case N2. Et je vais mettre tout de suite fin au suspense. La semaine dernière, ça s'était plutôt mal passé pour nos pensionnaires de 4ème division avec une défaite pour l'ensemble de nos 3 représentants. Malheureusement, c'est encore ce qui s'est passé ce week-end. Le début de saison est compliqué pour nos représentants. Et on voit tout de suite le premier match, une fois n'est pas coutume. On va commencer par le groupe C avec le déplacement de l'AS Villers sur la pelouse d'un historique du football français, l'US Créteil. C'est Thomas Bèze qui s'est penché sur cette rencontre. Dans le groupe C du championnat de National 2, c'est un deuxième déplacement consécutif pour l'AS Villers de Bruno Luzi. Alors que la première période est assez stérile en termes d'occasion, il faut attendre le retour des vestiaires pour voir l'ouverture du score d'Ibrahima Seck pour Créteil. Sur ce corner mal dégagé par la défense, il y a ce cafouillage et c'est Ibrahima Seck qui vient en profiter pour ouvrir le score. 1-0 donc pour les joueurs locaux et l'US Créteil qui va repartir de l'avant. On joue la 69e minute de jeu, on trouve Amadou Konaté qui se défait du marquage et qui vient tromper le gardien. Ça fait 2-0. Gaëtan Boirou qui ne peut rien faire face à Amadou Konaté. 2-0, le break qui est fait dans cette rencontre. Et les choses ne vont pas s'arranger pour les joueurs de la Côte-Florie. Avec cette nouvelle offensive, on trouve cette fois Ibrahima Seck d'un enroulé parfait à la 84e minute de jeu. 3-0 pour l'US Créteil Lusitanos. Le contrôle du gauche, l'enchaînement avec l'enroulé qui vient tromper Gaëtan Boirou. Et les hommes de Bruno Luzi donc, qui vont concéder leur 3e défaite consécutive dans ce début de championnat. L'apprentissage qui continue pour l'AS Villers, une nouvelle défaite dans ce championnat, donc la 3e consécutive. Qu'à cela ne tienne, les joueurs de Bruno Luzi qui ont eu, il faut le dire, pour cette découverte du National 2 à négocier 3 déplacements lors des 4 premières journées. Rien donc d'alarmant. On se penche tout de suite sur une autre rencontre. On remercie nos amis du Poiret Survie pour les images qu'on a pu récupérer. Le déplacement donc d'Avranches qui va pas forcément très bien dans le jeu après la défaite concédée à domicile face à Locminé. Sur la pelouse des Vendéens, ça commence mal pour les Manchois avec ce penalty concédé. Et vous allez le voir, transformé par un ancien de la maison manchoise, Jordan Cassa. Le but du 1-0 et Alexandre Marfin qui est pris à contre-pied, mené 1-0 donc à la 19e minute, les Manchois qui vont l'être jusqu'à la pause, mais au retour des vestiaires, il va y avoir du mieux pour les joueurs de Michel Audrin, avec cette égalisation de la tête de Noah Mupemba, joli but de l'US Avranches qui revient au meilleur des moments, donc quelques minutes seulement après le retour des vestiaires, mais malheureusement ça ne va pas tenir pour l'ancien pensionnaire du National, ce centre venu de la gauche qui fait mouche, un deuxième Jordan qui marque, Jordan Cuvier, le but du 2-1, le but de la victoire pour le Poiret Survie, l'US Avranches qui ne s'est pas rassuré dans le jeu et qui en plus ne prend plus de points depuis 2 semaines. Il faudra relever la tête dès la semaine prochaine à domicile donc pour les hommes de Michel Audrin. Une rencontre que vous pourrez suivre parce que nous sortirons un débrief uniquement consacré au match de National 2. On y reviendra en fin d'émission, mais il y aura une petite pause pour nos clubs de National 3 concernés par la Coupe de France. L'US Avranches qui n'est pas en très grande forme, l'US Granville qui n'a toujours pas gagné recevait ce week-end l'équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Thomas Bèze s'est penché sur un match haut en couleur. L'US Granville reçoit Saint-Privé-Saint-Hilaire et les choses vont se gâter dès la 3e minute de jeu pour les hommes de Mathias Jouin avec l'expulsion de Pento sur cet excès d'engagement. C'est le carton rouge qui est directement sorti par monsieur l'arbitre. Et ensuite, c'est l'ouverture du score à la 7e minute pour Mario Fortunato.
Visage que vous allez revoir dans ce résumé. Mario Fortunato, l'ancien Canet que l'on retrouve à la combinaison avec cette sortie hasardeuse. Et c'est encore lui qui vient conclure à la 29e minute de jeu. 2-0 pour Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et les choses qui vont continuer de se compliquer avec cette frappe qui est contrée. Et la reprise magnifique de Raphaël Calas à la 42e minute de jeu. 3-0 pour les visiteurs. C'est très dur pour Granville. Mais Granville qui va réagir une première fois avec ce centre qui est repris par Michael Latour qui vient redonner espoir aux siens. On revoit le centre peut-être légèrement dévié, mais Michael Latour qui du bout du pied vient tromper le gardien. Et 1 minute à peine plus tard, on va retrouver Michael Latour à la réception de cette passe. Le dribble est parfait et l'enchaînement magnifique. 45e minute de jeu, 3-2. Le stade Louis Dior qui explose littéralement. On commence à y croire à nouveau dans cette rencontre complètement hallucinante. Au retour des vestiaires, encore Mario Fortunato qui vient glacer les Grandvillais à la 49e minute de jeu. Ce centre qui n'est repris par absolument personne et qui vient tromper le gardien. En fin de rencontre, on retrouve Raphaël Calas qui vient marquer le 5e but pour Saint-Privé-Saint-Hilaire. C'est une grosse claque cette semaine pour l'US Granville, défaite 5-2. Et voilà qui nous amène au bilan de cette 4e journée. Les 2 défaites de nos Normands, le revers 5-2 de Granville donc face à Saint-Privé-Saint-Hilaire, le revers 2-1 d'Avranches sur la pelouse du Poiré-sur-Vie. Les victoires importantes dans cette journée de Saint-Malo aux Herbiers et évidemment la défaite de Bourges contre Châteaubriand et celle de Bordeaux, sa première face à Dinan-Léon, qui nous donne un classement plutôt surprenant avec Saint-Privé-Saint-Hilaire, le bourreau de Granville qui a pris les rênes devant l'US Saint-Malo. Bourges, le favori, autoproclamé, en tout cas considéré par beaucoup d'observateurs favori, n'est que 5e. Il faut arriver au 11e rang pour découvrir une équipe normande. L'US Avranches, 4 points pris en 4 matchs. Ça va mal pour l'US Granville, désormais lanterne rouge. Il va falloir relever la tête. Ce sera difficile pour les Manchois puisque la semaine prochaine, ils se rendront du côté de l'US Saint-Malo pour le derby des Corsaires chez le 2e du championnat. Avranches recevra le stade Poitevin et ces rencontres seront à retrouver dans un débrief donc spécial consacré à cette 5e journée de National 2. Les résultats de la 4e journée dans le groupe C, défaite 3-0 de l'AS Villers sur le terrain de l'US Créteil. À noter le succès 2-0 du Balagne de Dorian Charlier qui occasionne ce classement. Bobigny 100% de points en tête du classement, mais 100% de points aussi pour le surprenant Promu-Corse Balagne, donc avec 9 points et un match en moins. Pour trouver trace donc de l'AS Villers-Houlgat, il faut aller dans la 2e partie de tableau également. Ils sont 13e, nos amis villersois, avec cette place de barragiste pour l'instant. Il n'y a donc pas péril en la demeure. On rappelle 3 déplacements sur les 4 premières journées pour notre promu calvadosien. Il y aura des retrouvailles avec la Normandie, les joueurs de Villers qui rejoueront à domicile face à l'US Thionville le week-end prochain. Voici l'intégralité des rencontres de cette journée qui s'affiche sous vos yeux. On a été complet sur le National 2, on passe tout de suite à l'immense chapitre National 3 et là encore vous allez le voir, il y a beaucoup à dire. Et on va changer un petit peu les règles parce que d'habitude on remonte de la poule C, D à E. Et ben on va commencer justement cette semaine par le groupe E, celui du FC Dieppe, le FC Dieppe qui s'est imposé lors de la journée précédente face à la réserve de Reims et qui négocie un nouveau déplacement du côté de Vimy. Et vous allez voir les Dieppois donc en couleur non pas avec le maillot bleu mais en couleur vermente. Les Dieppois qui concèdent quelques situations, mais dans ce match on se rend globalement coup pour coup. Il va y avoir cette tentative de Quentin Stockley, cette frappe bien captée par le gardien nordiste. Les Dieppois qui sont désormais en 2e période à l'assaut de leur premier but, à l'assaut de la cage adverse, mais les hommes de Djilali Bekar, vous allez le voir, vont pêcher dans le dernier geste. À nouveau, il y a aussi cette parade quand même, un gardien en face qui fait des merveilles, et cette claquette au-dessus de la barre qui empêche les Séno-Marins de marquer une nouvelle possibilité en fin de match pour les Harengs sur ce corner. La défense qui panique un petit peu, on est un petit peu oublié là dans la surface de Vimy, ça va revenir, et nouvelle sortie déterminante du gardien adverse. On va mettre fin au suspense tout de suite, malgré la contre-attaque amorcée, celle-ci ne donnera rien. Vimy et Dieppe se séparent sur le score de 0-0, et voilà
qui fait 4 points en 3 sorties pour le FC Dieppe, qui s'est bien remis de sa claque initiale du côté de Croix. On le rappelle, une défaite 3-0. On enchaîne dans ce débrief, toujours en National 3, avec cette fois-ci le groupe C. Je vais essayer de ne pas me tromper. Le déplacement d'Ergué-Gabéric sur la pelouse du FC Flers, un FC Flers qui a réalisé 2 matchs nuls lors de ses 2 premières sorties. Thomas Bèze s'est penché sur le résumé de cette rencontre. Le FC Flers reçoit les Bretons de Ergué-Gabéric et ce sont les Bretons qui vont mettre les premières contributions. Valentin Prevot sur cette tête, la belle manchette du gardien flérien pour écarter le danger. La réaction flérienne vient côté gauche avec ce bon dédoublement, cette petite passe en profondeur et cette frappe qui est repoussée par Paul Montfort. On va insister côté gauche, côté FC Flers avec ce nouveau ballon dans la surface de réparation, cette nouvelle parade de Paul Montfort. Le danger qui va rester aux abords de la surface avec ce très bon pressing. Le crochet s'il vous plaît et cette frappe qui est détournée et repoussée par la barre il me semble. En seconde période, Paul Montfort qui va prendre un très gros risque et déserter complètement sa surface. La frappe du FC Flers qui est légèrement touchée et détournée en corner. Sur le corner, on a l'impression qu'on assiste à l'ouverture du score, mais il y a une faute qui est signalée. Le but est refusé. Il y aura une réaction bretonne sur corner également, avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation et Valentin Prevot qui est vigilant. Une dernière occasion peut-être avec ce ballon dans la surface. La petite remise en retrait et c'est sauvé sur la ligne. Pas de but dans cette rencontre, 0-0. Merci Thomas, on enchaîne avec l'ancien pensionnaire de National 2, l'AF Virois, qui sort d'une claque à domicile contre l'en avant Guingamp. L'AF Virois qui négociait ce week-end un déplacement, évidemment chez d'autres Bretons, ça il va falloir s'y habituer. Du côté de Saint-Pierre-Milizac, les Virois en jaune qui vont prendre le match par le bon bout avec un petit peu de réussite, il faut le dire, sur ce dégagement manqué des locaux. Hugo Bretagne, le transfuge de l'AS Chatou qu'on a pu découvrir la saison dernière dans le débrief, qui marque le premier but de l'AF Virois qui célèbre avec Lohan Ledo. 1-0 pour Vire, mais vous allez voir, malheureusement pour nos amis Boquins, eh bien les choses ne vont pas bien se passer en déplacement. Il va d'abord y avoir ce but finalement refusé pour une position de hors-jeu, et l'histoire de ce match, ce sera des coups de pied arrêtés, plutôt mal négociés par la défense viroise juste avant la pause. Tony Leverge qui réussit à marquer, il semble que personne ne touche ce ballon. Louis Deschâteaux est trop court, personne ne peut récupérer ce ballon. Vire perd son avantage juste au moment de rentrer au vestiaire. Nouveau coup franc, nouvelle situation dangereuse, et à nouveau les Virois qui se font surprendre après l'heure de jeu. Adraman Touré qui place Milizac, dont on dit le plus grand bien, en tête. C'est rageant pour les Virois puisque ce sont deux buts quasiment similaires, 2 coups de pied arrêtés qui font mouche. Et cette deuxième période est une histoire de coups de pied arrêtés. La défense viroise qui est prise de vitesse sur ce coup-ci. La faute de Thomas Chenel qui tente l'impossible là pour stopper cette situation. Thomas Chenel qui va s'en sortir avec un carton jaune, mais il y a bien pénalty pour Milizac qui va mener désormais 3-1 malgré les efforts de Louis Deschâteaux. C'est toujours rageant pour un gardien de prendre un but après s'être imposé sur pénalty. Raphaël Mourdi en 2 temps qui met Milizac en tête, 3-1. Le break est fait et Milizac qui va pouvoir s'envoler vers la victoire. Il y aura des tentatives viroises de réduire la marque et notamment cette situation avec Matteo Mendy qui trouve le poteau adverse. Les Virois en manque de réussite défensive mais aussi offensive qui s'incline donc pour la deuxième fois de suite dans ce championnat. 3-1, la victoire de Milizac, l'AF Virois qui a changé beaucoup de choses cette saison, notamment au milieu de terrain et en attaque. L'AF Virois qui va continuer son réapprentissage d'un National 3 qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il a quitté. Voilà 2 saisons. Nouveau match, vous l'avez peut-être déjà entreaperçu sur nos réseaux sociaux, peut-être même avez-vous vu le résumé complet et exhaustif, puisque nous avons sorti hier un inside consacré à l'attaquant Baptiste Fleury. Rendez-vous sur footnormand.fr pour le découvrir en complément de ce débrief. Mais voici pour vous un résumé rapide de ce duel entre le FC Saint-Lô et l'US Fougères. Le FC Saint-Lô plutôt séduisant dans ce début de saison, 4 points pris en 2 sorties, qui va se faire surprendre en début de match par ce magnifique homme, il faut le signaler, de Lucas Bautré, qui a pris l'information, qui a pris la vitesse, la défense, et qui a surtout pris l'information de Xavier Gallien qui avait un petit peu déserté sa ligne. 1-0 pour Fougères. Les joueurs de Saint-Lô qui sont bien dans le jeu mais qui se font à nouveau surprendre sur un long ballon. La défense est trop courte et qui conclut à nouveau Lucas Bautré, 33e minute. Voilà le stade Villemer
complètement silencieux. Bouche bée, 2-0 pour Fougères qui pourtant ne domine pas plus que cela dans le jeu. Et heureusement pour Guillaume Maillot et ses joueurs, il va y avoir une réaction. Bambo Touré côté gauche, l'un des nouveaux venus Saint-Lois qui centre pour Baptiste Fleury. Troisième but en 3 matchs pour l'attaquant Saint-Lois, 38e minute. L'espoir qui renaît du côté des Manchois. 2-1, c'est le score. À la pause, au retour des vestiaires, Baptiste Fleury qui surgit, le duo reformé avec Bambo Touré, 54e minute. Saint-Lô avec beaucoup de cœur et beaucoup de maîtrise dans le jeu qui revient à 2 buts partout. Mais malheureusement, dans cette partie, il était écrit que chaque erreur défensive des Manchois allait se payer cash. À nouveau un ballon globalement anodin et l'attaquant de l'US Fougères qui fausse compagnie à l'arrière-garde qui conclut parfaitement Mamadou Touré, 62e minute, qui vient à nouveau glacer Villemer, 3-2 pour les visiteurs. C'est cruel pour le FC Saint-Lomange qui va néanmoins s'en remettre à l'un des buts de cette journée. Sinon le but de cette journée, Bambo Touré, déjà auteur de 2 passes décisives, qui à un quart d'heure du terme vient égaliser 3 partout le FC Saint-Lô qui est séduisant dans le jeu mais peut-être un petit peu fragile encore défensivement. Guillaume Maillot est en tout cas en train de voir son équipe progresser. Elle signe un 3 buts partout, la voilà toujours invaincue après 3 journées, 5 points au compteur pour les Saint-Lois. C'est un début de saison plutôt canon et Baptiste Fleury le concernant. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur notre site pour découvrir l'insight qui lui a été consacré. 4 buts en 3 matchs, ça commence quand même à parler. On va voir ce qu'il y a comme conséquences sur ce groupe dans quelques instants, mais évidemment, vous commencez à en avoir l'habitude, il va y avoir le pêle-mêle du groupe D, celui à dominante caennaise, et vous allez le voir, il y a eu un match complètement fou du côté de Wassel au stade Marcel Billard. Je ne vous en dis pas plus, Thomas Bèze vous raconte ce qui s'est passé dans ce groupe ce week-end. C'est simple, c'est la 3e journée de championnat, c'est le 3e derby normand pour l'ASPTT Caen, le 2e derby canet pour les hommes de Laurent Dufour. Cette fois c'est face à l'AG Caen. Et ce sont bien les jaunes, les postiers qui vont se procurer les meilleures occasions. D'abord par coup de pied arrêté, une première fois puis une seconde fois. C'est le tourneur qui est mis à contribution. Mais sur ce centre, bien que le ballon soit repoussé, ça traîne. Et c'est Alex Quitté qui vient tromper le gardien peu après la demi-heure de jeu. Une frappe que l'on revoit au ralenti, un premier bel arrêt du gardien. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation et la reprise du gauche est imparable. 1-0 pour les PTT Caen. Il y aura bien cette réaction de Arthur Maru, mais insuffisant pour inquiéter la défense des postiers. Au retour des vestiaires, il y aura cette occasion de repasser devant avec ce bon centre. Et ça va être la tête de Nicolas Camillo qui vient s'écraser sur le montant. Une dernière offensive, peut-être une dernière lutte, mais le score qui ne bougera plus dans des conditions climatiques très très compliquées. Victoire 1-0 des PTT. Le Grand QVI FC qui veut confirmer sa belle victoire de la semaine dernière se déplace chez l'US Alençon pour un nouveau derby normand. Et ce sont les Alençonnais qui vont prendre les devants avec ce bon centre et l'ouverture du score de Nohan Traoré qui vient signer son premier but de la saison d'une très bonne tête. On pourra dire que le gardien a mal anticipé sa sortie. Il y aura une deuxième erreur d'appréciation avec ce ballon en retrait qui profite à Adam Hamoudi, replacé en numéro 9. En l'absence du buteur maison Hakim El Amdaoui, c'est Adam Hamoudi qui fait le break dans cette rencontre. Et à l'heure de jeu, c'est Charles Djebakia qui vient réduire le score avec ce ballon repris suite à un coup franc. C'est parfaitement repris par l'ancien joueur rouennais notamment. Mais Alençon qui va continuer de mettre la pression à l'image de ce but de Pape Badian qui vient anticiper cette passe plein axe et qui vient tromper le malheureux gardien qui ne peut rien faire sur ce face-à-face. Et il y aura un des plus beaux buts de cette semaine avec cette frappe enroulée parfaite de Théo Bolavon. Un but qu'on va pas se lasser de voir et de revoir. La frappe est magnifique, on vous laisse l'apprécier avant d'écouter la réaction de 2 nouveaux joueurs d'Alençon. Je suis très content et j'espère que c'est le premier d'une longue série. J'avais besoin de le faire en plus à domicile. Ça fait encore plus plaisir et
j'espère que j'ai rendu fier le public parce que franchement, on a fait une belle performance et j'espère qu'on va continuer comme ça. J'ai pas trop l'habitude de jouer tout seul en neuf. J'ai déjà joué par le passé tout seul devant. Mais souvent, on était à deux attaquants et on tournait. Un qui prenait la profondeur des fois, un autre qui venait un peu plus en soutien. Mais je suis m'adapter à ce que le coach m'avait demandé. C'est vrai que j'ai commencé timidement et au fur et à mesure, j'apprends à connaître mes coéquipiers. Donc forcément que c'est beaucoup plus facile. Et on a une bonne équipe. Donc je pense que cette année, on va faire une bonne saison. Sur tous les aspects, du gardien à l'attaquant, on était tous ensemble. On savait que c'était important d'aller la chercher cette première. Et en plus ici à domicile. Et elle va faire du bien pour préparer le match de coupe la semaine prochaine. Le CMS Wassel reçoit l'INA Montlhéry. Et vous allez voir les joueurs de Draman-Dilin qui vont ouvrir le score à la 41e minute de jeu de cette tête surpuissante d'Adama Sidibé qui reprend ce corner victorieusement. Une tête qui laisse aucune chance au gardien de l'INA. En seconde période, Ibrahima Samoura du pied gauche qui envoie ce ballon en pleine lucarne. Un coup franc magnifique. Nous sommes gâtés cette semaine dans les différents résumés. Il y a de très très jolis buts. Et Ibrahima Samoura que l'on va retrouver quelques minutes plus tard à la récupération de ce ballon. Le petit dribble dans la surface de réparation. Il sert magnifiquement Yanis Zeroudi qui n'a plus qu'à pousser. 3-0 pour le CMS Wassel qui n'est toujours pas rassasié. Vous allez le voir. Les joueurs de Draman-Dilin qui vont continuer d'attaquer. Et là c'est Ashraf Bootcamp qui vient marquer 4-0, cette frappe au ras du poteau qui laisse aucune chance. Et ce n'est toujours pas fini, on joue la 86e minute de jeu. Karl Eouman qui se retourne, qui frappe et qui prend le gardien à revers. 5-0 pour Wassel. Un dernier coup franc pour les joueurs de Draman-Dilin. Et cette tête de Ibrahima Samoura qui fait une prestation XXL, libre de tout marquage. Ça fait 6-0 pour le CMS Wassel. C'est le carton du week-end. Quelle performance incroyable. Donc 6-0 face à l'INA Montlhéry. C'est un premier déplacement loin de la Normandie pour le SUDIF Cabourg puisque les hommes du duo Philippe Clément-Julien Le Pen se déplacent chez la réserve du Sporting Club de Bastia. Un déplacement en Corse compliqué pour les divés, notamment dû à la chaleur, une température assez lourde ce dimanche. Et ça peut expliquer une entame de jeu un petit peu délicate avec cette ouverture du score de Maxime Blé dès la 6e minute de jeu. Maxime Blé qui reprend parfaitement ce centre déposé. Et Maxime Verrier qui n'y peut rien, s'est placé dans le petit filet, c'est imparable. Et les Calvadosiens qui vont tenter de réagir. Peut-être là sur corner, un coup de pied arrêté qui est bien tiré, mais la tête passe malheureusement au-dessus. En seconde période, les Corses qui ont peut-être sur cette occasion l'occasion de faire le break. La frappe est trop écrasée pour inquiéter Max Verrier. Attention, la frappe en pivot qui passe juste au-dessus. C'était chaud sur les buts d'Yves. Et malgré la réaction d'Yves par deux fois, avec notamment cette dernière occasion, ça sera insuffisant pour faire sauter le verrou Bastier. Score final 1-0. Et merci Thomas, on enchaîne dans ce débrief avec le bilan de la troisième journée. Vire qui s'incline 3-1 à Milizac, Saint-Lô, Fougères 3-3, Flers 0-0 contre Erguet et Gabéric. Pas de victoire donc pour les Normands dans ce groupe, mais rien de trop inquiétant. Le FC Flers et le FC Saint-Lô sont en première partie de tableau avec respectivement 3 et 5 points. L'AF Virois, même nombre de points que Flers, mais qui reste, on disait, sur 2 défaites de rang, est aux portes de la zone rouge. La place de barragiste occupée par l'US Fougères. Il n'y a que des Bretons dans cette poule qui occupent les 4 dernières places. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, ce sera de la Coupe de France. Dans 2 semaines, Saint-Lô ira du côté de Vannes. Vire recevra la redoutable réserve du Stade Rennais. Et le FC Flers qui se déplacera sur la pelouse de la réserve de Guingamp. Le bilan de la troisième journée du groupe D, le carton de
Wassel, la victoire d'Alençon, celle de l'ASPTT Caen, le nul de Malherbe à Bretigny et la courte défaite de Div Cabourg du côté de la réserve de Bastia. Les deux réserves corses sont au pouvoir dans ce groupe. Lina Montlhéry est toujours 3e malgré cette lourde défaite du côté de Wassel. Et ce qui fait mal dans ce groupe D, mais c'est provisoire, en tout cas on l'espère, c'est que tous nos pensionnaires normands occupent les dernières positions. Alençon, la SPTT Caen, le Grand Quevilly FC et l'AG Caen sont relégables. Malherbe est pour l'instant barragiste juste derrière Div Cabourg et Wassel. Div Cabourg recevra Grand Quevilly dans 2 semaines. Malherbe recevra son homologue Bastiaise, on parle là des réserves. L'AG Caen affrontera Bretigny, PTT Caen du côté de Saint-Ouen et le duel 100% normand CMS Wassel face à l'US Alençon. Le 0-0 de Dieppe du côté de Vimy qui confirme que Dieppe va mieux par rapport à sa première sortie de la saison. Les résultats marquants, c'est notamment la victoire 3-1 du LOSC qui confirme face à Saint-Quentin. Les difficultés aussi lensoises. Le LOSC, premier de ce groupe, elles vont pas trop mal, manifestement les réserves professionnelles en National 3. Le LOSC qui mène la danse devant l'AS Prix-les-Mézières. Le FC Dieppe qui est en position de premier non relégable, en tout cas premier non barragiste. Les Diepois qui pour l'instant ont le vent en poupe. Ça commence à être dangereux pour le RC Lens qui n'a pas de points à la dernière position. Dieppe qui dans 2 semaines recevra Valenciennes après s'être déplacé du côté de Neuchâtel. Voici pour vous le programme détaillé de cette 4e journée de National 3 dans le groupe E. On a été complet, on va remercier évidemment toutes les personnes comme d'habitude qui ont contribué à cet épisode et on remercie plus particulièrement les clubs et les contributeurs qui sont extérieurs à la Normandie mais qui ont adhéré à notre projet d'émission. Merci vraiment à tous d'entretenir justement ce projet participatif. On se retrouve alors pour le débrief, un vrai débrief concret N3, N2 dans 2 semaines, mais on vous donne rendez-vous malgré tout lundi pour découvrir ce qui se sera passé lors de la 5e journée de National 2 sur footnormand.fr. Il y aura aussi un petit focus Coupe de France, je ne vous en dis pas plus en tout cas. Bon, allez, salut!